Voyage en récit, Frédéric Dieu. et Geoffroy Scrive. Frédéric Dieu, vous êtes poète. Oui. Nous réalisons cette émission aujourd'hui avec vous à Saint-Étienne-du-Mont, une fois n'est pas coutume, dans un lieu saint, si je puis dire. Nous allons évoquer deux de vos récents ouvrages de poésie, intitulés Seule chair, revue Nunc aux éditions de Corlivour, et Car le jour touche à son terme, à la revue de la Forge, pareillement aux éditions de Corlivour. Peut-être permettez-moi de commencer par cette simple citation. Nous sommes ici dans Car le jour touche à son terme, et vous écrivez « Cessez de taire l'absence et sa voix de ventre creux. Admis l'absente et dans toute terre la profonde empreinte et disparition de son corps. Déposez les armes devant l'impossible oubli. » Et quelques lignes plus loin « Consentis mon absente à ta façon de découper mon sommeil, à ta façon de loger dans ma nuit, alors couché dans le creux que tu m'as laissé, que tu as préparé pour moi. » Peut-être se pourrait-il, Frédéric Dieu, que au cours de notre conversation, que par votre poésie, nous touchions, sans doute, au plus haut degré du sensible, voire de l'intime. Est-ce que c'était un vœu chez vous, en écrivant ces recueils ? Alors, je ne dirais pas un vœu, je dirais une nécessité, une origine, puisqu'il faut bien partir de quelque chose pour lorsqu'on écrit, et bien sûr, on part de quoi ? On part de son expérience intime, tout en essayant de faire en sorte que cette expérience intime rejoigne quelque chose d'universel, et au fond soit non pas une impasse, mais un chemin vers l'universel. Je crois que c'est ça qui est important. Voilà, partir de ce qui est vécu, puisqu'on écrit ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ou ce qu'on voudrait vivre, mais en tout cas, il y a un rapport nécessaire entre l'écriture et la vie, celle qu'on a ou celle qu'on voudrait, donc personnelle et intime, mais bien sûr, il y a cette volonté d'avancer et de porter tout cela à la rencontre de l'universel, qui peut être tout simplement à la rencontre du lecteur. Il faut peut-être tout de suite préciser évidemment que c'est une poésie fondamentalement chrétienne. Un des chapitres s'intitule même « Prière à Notre-Dame des racines ». En quoi souhaitez-vous vous enraciner et par cette lecture enraciner votre lecteur, s'il y consent ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de poésie chrétienne, en tout cas on peut parler d'un chrétien qui écrit de la poésie, enfin qui vit sa foi dans la poésie, pour qui la poésie au fond met à l'épreuve, mais aussi confirme sa foi et la vérifie, voilà, la vérifie vraiment au sens, dans tous les sens du terme. Voilà, vous serez vérifié par le feu. Enfin, moi je suis un peu vérifié. Enfin, en tout cas, ma foi est vérifiée par la poésie. Est-ce que c'était la position également d'un certain Philippe Macléod dont nous avons déjà pu parler, poète également ? Oui, absolument. Ce que j'aime beaucoup chez ce poète, c'est au fond cette unité de vie. Et cette volonté de vivre la poésie comme vocation et de vérifier par la poésie l'authenticité de sa foi et de sa vocation, et sa capacité aussi d'universalisation, c'est-à-dire sa capacité à aller vers autrui. Est-ce que lorsque vous écrivez dans ce même chapitre « Notre-Dame des racines et de l'arbre de vie qui pousse en votre ventre obscur, doucement me conduisez vers l'enfant qui dort en moi du sommeil innocent ». Vous faut-il renaître en enfance, revenir à votre enfance, repenser à votre enfance pour écrire de la poésie, Frédéric Dieu ? Alors, ce qui est certain, c'est que je crois que tout processus de vie, toute expérience de vie est mort et résurrection. Je crois que là, sans être nécessairement chrétien d'ailleurs, toute personne fait l'expérience dans sa vie de ces moments de mort et de résurrection, et de la dynamique qu'elle donne du déploiement qu'elle donne à sa vie. Donc, dans le passage que vous venez de lire, oui, je parle de l'enfance. Alors, ce n'est pas nécessairement l'enfance, c'est l'enfance telle qu'en parle le Christ, c'est l'esprit d'enfance, c'est-à-dire cet esprit de précarité, de consentement, de dépendance, d'abandon. Voilà, je crois que c'est ça que je cherche dans ce terme. Et y a-t-il aussi la place pour l'émerveillement ? Oui, bien sûr. L'enfance, c'est cette capacité cette capacité de passivité, j'allais dire. C'est-à-dire cette capacité à recevoir, à aimer recevoir plus qu'à aimer prendre, ou qu'à penser à prendre. Cette authentique capacité à s'émerveiller, au fond, de s'émerveiller de tout ce qu'on reçoit et de tout ce qu'on voit, tout simplement.
Alors à l'émerveillement, je mettrai également l'effet de surprise. J'ai été surpris personnellement de lire un de vos chapitres intitulé « La mort d'Holoferne ». Et je me suis demandé qu'est-ce qui vous avait conduit à intituler tel ce chapitre à partir de ce général de Nabuchodonosor, mort décapité par Judith. Alors, il y a un thème qui revient souvent dans ma poésie, mais parce que en fait, il revient souvent dans ma vie, et que je pense qu'il est dans la vie de tout chrétien, mais je pense aussi dans la vie de toute femme, de tout homme. C'est au fond la nécessité, peut-être chaque jour, de tuer, d'assassiner le vieil homme. C'est-à-dire cette personne qui au fond nous tire vers le bas, cette voix intérieure qui nous juge, qui nous condamne, qui nous empêche d'avancer. Ce vieil homme donc voilà dont on parle dans les évangiles, mais je crois vraiment que c'est une expérience universelle. Et pour moi dans ce poème, Holoferne est au fond la figure du vieil homme. On a tous un Holoferne en nous. Voilà, c'est un général qui est une personne un peu avide de plaisir, de victoire, de succès sur terre. Eh bien cette personne-là, il faut qu'une autre part d'entre nous soit Judith pour la décapiter. Et c'est une façon de tuer le vieil homme. On doit dire que ce n'est pas là l'essentiel, mais que nous sommes appelés à autre chose ? Oui, que nous sommes appelés au fond à ne plus chercher en nous-mêmes notre propre but, dans notre vie d'homme, notre propre but, notre propre satisfaction, mais nous sommes amenés au fond à les recevoir de quelqu'un de plus grand que nous. Est-ce que cela pourrait coller, si je puis dire, à l'attitude de catéchumènes découvrant, un pan entier de leur vie, tue peut-être jusque-là, appelés vers justement, on peut l'appeler une transcendance, on l'appellera Dieu, le côté sacré, c'est ça ? Oui, je pense. Alors moi, je l'ai vécu. Il se trouve que j'ai été confirmé assez tard, à 28 ans, peu de temps, 3 mois avant de me marier, puisque j'avais abandonné pendant très longtemps la foi, en fait, la foi et la pratique, mais tout simplement la foi. Et effectivement, je me souviens de cette période de catéchuménat, donc de futurs confirmés, et au fond de cette cette épreuve qui consiste à voir un peu l'étendue de tout ce qu'il va falloir couper, abandonner, mais pour un bien meilleur, hein, bien sûr. Hein. Une expérience quand même très 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 forte, et la conscience de devoir se débarrasser de beaucoup de choses pour pouvoir avancer vers ce qu'il y a de meilleur. Parmi toutes ces choses, il me semble que vous revenez plus explicitement sur certaines, comme les écrans. Vous avez une phrase, on va juste les dire. La nuit qui ne vient pas, l'ombre introuvable et le regard qui accuse, les écrans qui ne regardent pas, qui ne pardonnent pas, les regards qui ne pardonnent pas, les écrans qui ne s'éteignent pas. Oui, alors en effet, l'écran, c'est le contraire au fond, et bon, ça prend une place de plus en plus importante évidemment dans notre société. Hein. L'écran, c'est un peu le contraire du regard porté sur l'autre et du regard que l'autre porte sur vous, puisqu'un écran, il ne vous regarde pas, en tout cas, s'il vous regarde, c'est sans amour, et c'est assez dramatique. Et c'est aussi l'écran que chacun regarde sans regarder l'autre. Donc l'écran, c'est au fond la mort c'est la mort de la relation et surtout la mort d'une relation d'amour. Donc c'est effectivement ça revient assez souvent. C'est comment aller au-delà de l'écran et au-delà de cette tentation de l'écran et donc de ce refus au fond d'aimer et d'être aimé. Voilà. Indépendamment de toute technologie, c'est cet objet qui nous coupe de la lumière dont vous parlez juste après, la lumière que l'on doit croire, à qui l'on doit obéir, parce qu'elle est la lumière. Pouvons-nous développer ce verre ? Oui, parce que l'écran, c'est quelque chose quand même de lumineux, même d'une lumière d'ailleurs assez agressive et assez, assez inhumaine, et d'ailleurs à tel point que elle est antibiologique, hein, puisque les écrans, la lumière des écrans retarde le sommeil. Donc effectivement, oui, cet écran, c'est une lumière, mais une lumière sans amour, une lumière sans attention, une lumière qui au fond est véritablement une nuit, voilà, malgré sa qualité première de lumière. Alors est-il possible de s'en couper totalement ? Comme vous l'avez dit, aujourd'hui ça devient difficile dans cette société. La poésie est-elle un refuge pour cela ?
Alors oui, elle est un refuge, puisque de toute façon c'est difficile quand même. Enfin, on pourrait écrire. Je ne sais pas si on pourrait écrire d'ailleurs de la poésie devant un écran. Peut-être que le roman se prête plus à ça. Je sais que le livre de Bret Easton Ellis a été écrit, American Psycho a été écrit disait-il, devant des écrans allumés en permanence, mais c'est un roman. La poésie est un refuge, oui, mais surtout la poésie est plus qu'un refuge. Elle est c'est un mode de vie, en fait, c'est une façon de vivre, et qui implique nécessairement un retrait du monde, voilà, tel qu'il se présente à nous, notamment par la voie des écrans. Alors, je reviens sur cette lumière, cette clarté. Vous le commencez ainsi dans Seul cher, claire tunique ajourée, avant que s'abatte un coup comme, suivi d'un espace blanc, tombé du soir. Ampli qui ondoie puis avale les membres du cortège. Une question de forme. Pourquoi ces espaces entre des vers qui pourtant se succéderaient si on écrivait de la prose ? Alors, l'extrait du poème que vous venez de lire, ce poème est le plus ancien, en fait, de tous ceux de ces deux livres. C'était ma façon d'écrire à l'époque. J'ai hésité, en fait, pour tout vous dire, à le conserver dans le livre. Et je l'ai conservé parce que je voulais montrer là une sorte de, et je pense qu'on le perçoit quand même, on arrive à la fin de la journée, on a à la fois cet accablement et cet embrigadement dans un mouvement collectif, au fond qui ne mène à rien, et puis cette saccade, voilà, cette saccade des pas, et qu'essaie de transcrire sur la page, de manifester sur la page ces coupures, en fait, entre deux vers. C'était l'état un peu de mon écriture, j'allais dire, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, disons. Mon écriture a évolué ensuite vers quelque chose de plus fluide, plus centré vers le verset, donc des versets de 2 ou 3 lignes, avec quand même parfois des accélérations ou des ralentissements selon le jeu de la ponctuation. Mais en tout cas, voilà, cette technique-là, en tout cas ce recours à ces coupures auxquelles vous faites allusion là, j'en ressens beaucoup moins le désir maintenant, mais tout simplement parce que dans ma façon d'écrire, qui est toujours de toute façon une façon aussi de marcher, je ne marche plus de cette façon-là. Donc je n'écris plus de cette façon-là. J'aimerais bien revenir, si vous permettez, Frédéric Dieu, sur les éléments. Donc nous avons parlé de la lumière. J'aimerais parler de l'attachement aussi au pays. Vous écrivez « L'air devenu dense et lourd, l'air qui accuse, celle qui est là mais qui n'est plus elle, celle avalée par le jour et ramenée par la nuit, mais remise aux autorités d'un pays ennemi, dirigé par un fou ». Est-il possible de développer, oui, ou est-ce trop tendancieux ? Alors non, c'est pas tendancieux. Alors il est vrai qu'il y a des choses. Il se trouve que dans ma formation, j'ai fait des études de lettres, mais c'est pas ma formation principale. Ma formation principale, c'est des choses beaucoup moins a priori poétiques, c'est-à-dire c'est Sciences Po, c'est l'ENA ensuite. C'est un travail aussi de juriste, et au fond il y a des choses. Rarement, mais quand même, il arrive qu'il y ait des choses qui passent du langage politique, juridique, dans la poésie. Et voilà, à Sciences Po, on étudie beaucoup l'histoire, la géographie. Et donc, j'ai toujours aimé la géographie, en fait, en réalité, même avant même d'ailleurs d'être à Sciences Po, parce que je passais des heures devant, je crois encore passer beaucoup de temps devant des cartes, quelles que soient des cartes de département, des cartes de pays, des cartes, des maps monde, voilà, bref. Donc, il y a quelque chose de très... je pense de très géographique. Et d'ailleurs, dans mon premier livre qui s'appelle Procession, il y a un long poème qui s'appelle Géographie, où au fond, je parle de la multiplicité des pas. Des pas que font les gens sur la Terre, hein, de l'écriture que constitue cette succession de pas. Je crois vraiment qu'on écrit, en fait, on écrit avec la marche, et la marche est une écriture. Et donc ce poème s'appelle Géographie, hein, puisque au sens presque étymologique du terme, hein, une écriture de la terre, une écriture sur la terre que font les pas. Donc je crois qu'il y a cette présence de la géographie est très importante dans mon appréhension de la poésie, puis tout simplement dans ma vie de poète. Vous avez parlé de géographie, évidemment il y a quelques noms qui pour nous en Finistère sont importants, parce que vous écrivez sur l'île de Saint et sur l'île d'Ouessant.
Alors que vous décrivez évidemment comme Ilien de France. Alors il y a évidemment le jeu de mots, si je puis dire, et cette consonance et cet attachement à l'île. Quelles sont-elles pour vous, ces îles finistériennes, que sont Saint, Ouessant? Alors j'ai un amour des îles qui est général et universel, mais il se trouve que j'ai séjourné plus particulièrement dans ces îles bretonnes que j'aime beaucoup. Et c'est d'abord par les îles bretonnes en fait que j'ai aimé les îles. Dans ces deux îles, il y a d'abord l'attrait pour leur nom. Le nom de Ouessant est d'ailleurs je commence le poème en parlant du nom de Ouessant, est quelque chose qui pour moi est toujours, et encore maintenant en fait, c'est quelque chose qui me procure une grande émotion. Voilà, parce que dans le Ouessant, il y a quelque chose d'allant, il y a un mouvement, il y a un mouvement vers l'ouest, il y a l'ouest, il y a le sang aussi, enfin il y a beaucoup de choses qui m'emportent vraiment dans tous les sens du terme, qui m'emportent dans l'écriture, mais qui m'emportent émotionnellement. Donc il y a déjà cet amour premier du nom, avant même de poser le pied sur la terre de Ouessant. Dans l'île de Saint, voilà, il y a aussi c'est ce nom qui est quand même assez incroyable, qui est à la fois physique, c'est une terre, c'est un nom physique. Alors il se trouve que c'est aussi, moi je suis germaniste, donc voilà, c'est aussi le verbe être en allemand. Voilà, donc beaucoup de choses, d'abord par le nom, et puis ensuite, bon, dans ces îles, je suis fasciné par l'île, par à la fois la précarité d'une île, le fait qu'elle se détache du continent, un continent qui a un peu une sorte de force massive, un peu sûre d'elle-même. L'île est une terre d'humilité, nécessairement, face aux éléments. Elle s'est détachée du continent, elle a cette vie de retrait, de solitude assumée. Et il y a quelque chose de magnifique et d'héroïque, en fait, dans ces îles, dans les personnes qui vivent sur ces îles. Constitue-t-elle une sorte de refuge précaire? Oui, un refuge certainement, et un précaire aussi, oui, je pense qu'on peut... Du fait de leur séparation du continent et qu'elles sont assaillies par les flots. Oui, c'est un refuge précaire et je le dis au début du poème qui s'appelle Ouessant, un recours et y compris pour la vie de ceux qui, comme moi, sont des Iliens de France, donc qui vivent près de Paris, qui sont sur un continent, voilà, sur quelque chose de sûr de soi. Eh bien, il est bon, le plus souvent possible, d'avoir ce recours et au fond, cette façon d'avoir un pied peut-être en Île-de-France et l'autre en tout cas dans ces terres précaires, courageuses, battues par les éléments et voilà, d'une grande beauté. Y a-t-il une articulation entre ce recours à l'insularité et le recours au poème? Oui, je pense que le poème d'une certaine manière est au fond une île dans un je sais plus si c'est évoqué ou pas dans le poème qui s'appelle Saint, mais c'est une île un peu dans un océan, une île de mots, une île noire, sans faire de jeu de mots sur Tintin, mais une île noire dans un océan blanc, voilà. Et au fond, chaque verset, et en tout cas chaque page de mes livres, en particulier dont nous parlons, est comme une île, et quelque chose sur lequel on essaie de tenir dans un océan blanc, dans l'océan du silence aussi, du silence blanc. Lisons peut-être juste quelques vers de ce poème sur l'île de Saint. En sait-on plus ici sur le jour de la grande submersion, sur les corps privés de la protection des continents, sur ce qui les fait tenir sous le ciel et face au vent, réfugiés contre toi, dans ton corps recroquevillé sur un fin lacis de venelle, habile à couper la circulation du vent, pour l'empêcher d'avoir raison de tout. Il y a une forme de, si je puis dire, Frédéric Dieu, une forme de rêverie parfois dans votre poésie. Évidemment, on pourrait me dire que c'est commun à beaucoup de poètes, mais pardonnez-moi si je ne me trompe, mais quand vous écrivez « Ainsi coucher le corps et le vélo pour contempler la danse des goélands prendre part à leur jeu avec le vent, entrer dans les ballets d'accents circonflexes libres de lettres, suivre les pleins et déliés d'une écriture dérobée, puis virer et plonger en un pur et vif mouvement, raser la mer, en retirer bref et précis quelques merveilles argentées, et presque immobile, en silence et suspens face au vent, sans visage, contempler l'invisible. Pardonnez-moi, mais
Ne vous a-t-on jamais dit qu'on pourrait croire ici lire Corto Maltese? Alors, je dois confesser que je ne connais pas Corto Maltese. Voilà, parmi toutes mes carences de référence et de lecture, il y a celle-là. Donc, peut-être. Alors, si nous revenons sur des choses plus, pas forcément plus terre à terre, mais j'ai ici le mot que vous m'avez adressé en même temps que cet ouvrage, et vous m'aviez dit qu'il formait une sorte de diptyque autour de la fidélité, de l'alliance et de l'union. Je sais que ce sont des sujets qui vous sont chers, qui peuvent être extrêmement difficiles également. Donc j'imagine que cela irrigue, nourrit toute votre poésie, que vous soyez dans un moment soit d'apaisement, soit de colère, soit de lassitude, soit de fatigue. Oui, alors c'est vrai que ces deux livres, donc Ça le Cher paru en 2021 et Car le jour touche à son terme paru cette année, début 2024, ils sont poussés par une nécessité intérieure, un argument qui est d'ordre personnel et je peux même dire d'ordre conjugal, et où il s'agit d'ailleurs à nouveau de vérifier l'authenticité peut-être et la capacité de la poésie à dire tout ce qui dans cet ordre, dans cette expérience amoureuse, conjugale, au fond est vrai et signe effectivement d'une plus grande alliance, au-delà d'un rapport ou d'une relation personnelle, mais est signe de quelque chose d'autre, voilà, et va vers quelque chose d'autre, voilà. Y a-t-il une dynamique? D'ailleurs, ça se présente sous forme pas nécessairement d'affirmation, mais de question. Y a-t-il au fond une vérité, mais dans le sens dynamique, c'est-à-dire y a-t-il un mouvement, un déploiement en tout cela qui conduit vers autre chose? Il y a quand même dans cette idée de fidélité, dans ce sujet de fidélité, d'union, d'alliance, évidemment des passages que j'ai cru sentir sous votre plume douloureux. Quand on vous lit « Arracher de mes lèvres la saveur de ton nom », je me suis dit que pour un poète, ça doit être rude, comme tout de même, non? Oui, alors c'est vrai que j'ai une langue, et ça depuis, c'est le cas depuis le début de mes livres, en fait. J'ai une langue qui a toujours été volontiers, mais c'est pas quelque chose de spécialement de recherché, mais c'est quelque chose de profond, de profondément personnel, une langue qui est crue, voilà, et ce qui fait que d'ailleurs dans mes influences, il faut parfois chercher plus du côté de romancier ou de nouvelliste que de poète, voilà, dans ce recours à une langue particulièrement crue que j'ai trouvé notamment chez Beckett ou chez Louis-René Desforêts, donc plutôt des auteurs de nouvelles que chez des poètes. Donc effectivement, dans ces deux livres, il y a la traversée par le poème, dans le poème, d'une expérience bien sûr douloureuse, dont il s'agit de reconnaître la douleur dans toute sa profondeur et dans toutes ses résonances, dans tout son périmètre, j'allais dire, mais sans s'apesantir non plus, et sans s'y complaire. Et il s'agit donc également de voir s'il y a dans cette douleur, dans cette souffrance, mais je pense que cette expérience-là, chacun l'a fait dans sa propre vie, sans nécessairement être poète. Il s'agit de voir si dans tout cela, il y a un sens. Alors un sens à la fois une signification, mais un sens, une issue. Voilà. Est-ce que ça mène quelque part? Est-ce que ça ouvre quelque chose? Ou au contraire, est-ce que ça ferme quelque chose? Et vous employez le mot « aimer » à ce sujet, je crois, lorsque vous dites « J'aime jusqu'à l'écart que tu as creusé, inventant voies nouvelles, ouvrant comme une veine où circule en silence notre sang. » C'est un mot très fort ici de dire « J'aime jusqu'à l'écart ». Il faut une introspection et peut-être même une prière, un retour, une relecture pour arriver à employer ce verbe aimer.
Oui, je crois qu'ultimement, alors c'est pas le premier mouvement qu'on peut avoir, bien sûr. On a d'abord, encore une fois, chacun en fait l'expérience sans nécessairement être écrivain, mais on a d'abord un mouvement d'horreur et de recul devant l'épreuve, bien sûr, devant l'épreuve, devant la souffrance. C'est naturel, c'est tout à fait sain et normal. Mais il arrive chez certains, enfin beaucoup de personnes, je pense, en font l'expérience, que la souffrance ouvre un chemin, ouvre une route et ouvre une voie. Alors une voie dans les deux sens du terme, à la fois une incision et le fait donc de meurtrir, hein, quand on ouvre une voie au sens chirurgical, j'allais dire, mais ouvrir une voie aussi, c'est-à-dire ouvrir une route nouvelle, en fait, un horizon nouveau. Et lorsqu'il y a cette ouverture, à la fois donc la voie incisée et la voie ouverte, le nouvel horizon, ben il y a quand même cette ça peut aller effectivement jusqu'à l'amour, puisque au fond la souffrance n'a pas et n'est pas le dernier mot, puisqu'elle a ouvert cette route qui la dépasse et qui va au-delà d'elle. Est-ce que l'abbaye de Visques, dont vous êtes proche, constitue ici une voie nouvelle, justement? Et d'ailleurs, voir une île, parce que vous commencez le poème à propos de Visques par ces mots, l'océan du ciel. Voilà, donc je suis effectivement très traversé, marqué par tout ce qui est marin, sans être particulièrement, et même pas du tout d'ailleurs, marin moi-même, mais c'est vrai que la mer, l'océan, enfin sont très présents dans mon univers physique, mais peut-être surtout dans mon univers mental. Alors oui, l'abbaye de Visques où je séjourne régulièrement. Il y a d'ailleurs dans les titres du premier et du dernier poème du recueil Seul et Cher, il y a un parallélisme, hein, puisque le premier poème s'appelle L'automne à Saint-Maur-des-Fossés et le dernier s'appelle Le 15 août à Notre-Dame de Visques. Voilà, donc il y a un parallélisme même sur le plan syllabique, et il y a au fond cette issue qui est trouvée à la fin du livre, effectivement, dans cette abbaye, qui est dont on peut dire qu'elle est une île, et qu'elle est en tout cas un chemin et aussi j'allais dire un océan bénéfique. Et là, permettez-moi peut-être, Frédéric Dieu, pour finir, justement de lire un extrait de ce poème consacré à l'automne. Hein. Sur avenue et quai s'essoufflent les flamboiements, l'automne s'offre en holocauste pour préparer les chemins de l'hiver et faire place à sa longue nuit. Vous a-t-on déjà remercié pour votre langue et notamment ces poèmes, pour votre poésie généralement? Est-ce qu'on m'a déjà remercié pour les voyages que vous nous permettez, que ça soit en géographie, en images, en couleurs, et évidemment aussi pour les étapes de la vie que vous nous permettez de traverser et de relire. Alors, ce qui est certain, c'est que dans ces poèmes, et peut-être de plus en plus, il y a un mouvement vers on parlait tout à l'heure de géographie, et je suis de plus en plus attaché à parler de lieux. Et je sais que j'ai en tête, là, je suis originaire du nord de la France, hein, et j'ai en tête deux poèmes, genre, est-ce que je les écrirai? Je ne sais pas. Mais il y a une volonté un mouvement de gratitude. Voilà, et je crois en fait, je pense qu'on écrit. Toutes les belles choses qu'on fait, on les fait par amour, et je pense qu'on écrit par amour aussi. Même si on parle de choses dures et crues, il y a cette dynamique, et le moteur de l'écriture, c'est l'amour, je pense. Donc on a envie de parler de choses et de lieux qu'on aime. Et voilà, pour citer un exemple, j'ai en tête deux poèmes que je voudrais écrire. Donc l'un sur le bassin minier, parce que c'est là que ma famille est originaire de là, dans Lens-Liévin, etc. Et ça fait longtemps que j'ai ça. Je porte ça. Je ne sais pas si ça pourra se traduire par un poème qui sera beau et qui parlera à ceux qui pourront le lire. Et un autre sur la côte d'Opale, voilà, où je vais régulièrement. Donc voilà, Boulogne-sur-Mer, le Cap Griné, etc. Donc il y a cette volonté de plus en plus dans ma poésie je ne vais pas utiliser le terme d'hommage, mais d'aimer des lieux et de dire mon amour de ces lieux. Alors vous demandiez si est-ce qu'on m'a déjà remercié. Alors oui, il y a des personnes, Dieu merci, il y a des personnes qui me lisent et qui aiment, je crois, ce que j'écris. Et bon, ce qui me rassure, c'est que ces personnes, les personnes n'aiment pas toutes
les mêmes poèmes. Donc l'une va aimer tel poème, l'autre va aimer un autre poème. Donc voilà, ça me rassure dans le sens où plusieurs poèmes peuvent parler à plusieurs personnes de manière différente. Voilà, et donc, mais en tout cas, ce mouvement de gratitude pour moi est important, et il est à l'origine quand même de plus en plus peut-être de mon écriture. Donc peut-être qu'il peut aussi susciter gratitude chez le lecteur. Oui. Vous avez prononcé le mot évidemment, gratitude, rendre grâce. Est-ce que vous rendez grâce pour ces lieux dont nous avons parlé, l'île de Sein, Ouessant, l'abbaye de Wiske, vous en parlez d'ailleurs. Enfin, il me semble lire entre les lignes quand vous parlez des retraites glorieuses, des humbles conquêtes, tout remis à l'endroit. J'imagine que vous rendez grâce pour cette poésie qui vous permet d'écrire ce que le fruit de cette retraite, tout remis à l'endroit. Oui, gratitude, rendre grâce, et je crois, il y a vous savez, on a beaucoup de discussions sur les preuves de l'existence de Dieu. Voilà, faut-il chercher des preuves de l'existence de Dieu ? Je ne pense pas particulièrement. Enfin, on a la foi, on l'a pas. On a reçu la foi, on l'a pas. Mais malgré cela, il y a des moments où on se dit, voilà, c'est bien la preuve alors que Dieu existe lorsqu'on croit en Dieu, mais en tout cas qu'il y a quelque chose de profondément bon et de profondément orienté vers la bonté, vers l'amour dans notre monde, dans la création. Et cela, voilà, on se le dit, et je pense que sans nécessairement avoir la foi, on le voit, on le vit lorsqu'on est confronté à certains lieux, à certains paysages, à certains moments de la journée. Ben voilà, ce sont des preuves qu'il y a une bonté qui est à l'œuvre. Merci beaucoup, Frédéric Dieu. Merci à vous.